Chers amis, parfois il faut commencer à la base et c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui de revoir les bases des bases de la grammaire en anglais en 5 points. Donc on va parler des noms, des pronoms personnels, des adjectifs, des adverbes, des verbes et comment tout ceci, tous ces éléments s'assemblent pour former une phrase simple. Commençons par les nouns. À quoi sert-il? Il sert à décrire qui, quoi accomplit ou subit une action. Ils peuvent être sujet, donc faire l'action, ou objet, c'est-à-dire subir l'action. Cela peut être des people, donc des gens, places, des lieux, things, des choses, animals, des animaux, mais aussi par exemple food, de la nourriture et plein d'autres exemples de noms. Donc je vous en donne quelques-uns. The president, Mike, my sister. So these are people. Ce sont des gens. London, our house. These are places. Yes. A plane. This book. Ce sont des things, objects. OK? Ça, ce sont vraiment des noms classiques. Mais vous allez voir, on va les assembler avec le reste des éléments. Cats. This is an animal. An elephant is also an animal. OK? Elephant, pas elephant. Elephant. Vous voyez, vous avez votre apostrophe ici. Ça signifie que votre accent tonique, il est sur la première syllabe qui comprend ces deux premières lettres. Elephant. Elephant. OK? Et la nourriture, par exemple, apples or chocolate. All right? Donc ça, c'est vos noms. C'est le premier des 5 ingrédients, comme les 5 doigts de la main. D'accord? Ensuite, les pronouns. Alors, ils peuvent être, chers amis, sujet ou objet. Et ils vont remplacer un nom dans la phrase. Par exemple, au lieu de dire Adrien, vous pourriez dire il, he ou lui. Him. Dans ce cas-là, ce sera objet, lui. On va tous les revoir. Regardez. Si le nom il est sujet, il peut être remplacé par un pronom qui sera évidemment aussi sujet. Ça sera I, je, you, tu, he, il, she, elle, it. Alors c'est il, elle, on ne sait pas trop. C'est pour les objets, d'accord? We, you, they. So I, you, he, she, it, we, you, they. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. All right? Ça, ce sont les pronoms sujets. Regardez. I like Mike a lot. Mike is a good friend of mine. I like Mike a lot. He is a good friend of mine. Vous voyez, on a remplacé, en fait, le pronom va remplacer Mike. Ici, c'est un pronom sujet. C'est Mike qui est un bon ami. D'accord? Si le nom est un objet, il peut être remplacé par un pronom objet dans ce cas-là. Et en fait, c'est ce que vous avez dans les déclinaisons, par exemple en allemand, mais qu'on a encore un petit peu en français, qu'on a encore un petit peu en anglais. On ne dit plus I, on dira me. You, ça sera la même chose, you. He, ça devient him. She, ça devient her. It reste it. We devient us. You reste you. Et they devient them. All right? For example, if you see Jenny, give Jenny this letter, please. If you see Jenny, give her this letter, please. All right? Give to her, give to Jenny. Donc, her, c'est pour remplacer Jenny, c'est pour éviter la répétition. Donc là, on a déjà 2 doigts. Le nom, les pronoms. Passons maintenant aux adjectifs, adjectives. Donc, eux, en anglais, c'est très simple. Ils sont tout le temps avant le nom. Ils sont antéposés. En français, on peut dire une voiture rouge. On peut dire aussi une grosse voiture. Vous voyez, ça peut être avant et après. En anglais, c'est a big car, a red car. Que ça soit une voiture ou non, qu'elle soit grosse ou rouge ou non, on s'en fiche. L'adjectif, il est toujours avant le nom. Ça, c'est extrêmement important. Il ne peut pas être après le nom. On ne peut pas dire a car expensive. Non, an expensive car. Une voiture chère.
Ou vous pouvez le mettre aussi, comme en français, je suis grand, après le verbe be ou les verbes dits de perception. Par exemple, to look, to feel, to taste, to smell, etc., etc. Look, to look, regarder, to feel, ressentir, to taste, goûter, to smell, sentir. Et les autres verbes de perception. Et ça, chers amis, vous pouvez récupérer tout ce que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite et vous pouvez aussi faire l'exercice d'application. Donc, profitez-en, vous avez toujours un quiz d'application avec la plupart des vidéos, sauf les vidéos qui sont vraiment méthode d'apprentissage parce que ça ferait pas de sens de faire un quiz dans ce cas-là. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, regardez. Maintenant, on a la problématique de l'ordre des adjectifs parce qu'on pourra avoir une voiture rouge et chère. Donc là, comment on dit? An expensive red car, a red expensive car. Bon, ça vient petit à petit et en pratiquant, vous allez très rapidement sentir l'ordre des adjectifs, d'autant plus qu'on met rarement plus de 2, allez, voire 3 adjectifs avant un nom. Donc, vous aurez rarement cet enchaînement d'adjectifs. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas retenir ce que je vous mets ici. Ça, il faut le comprendre. On met d'abord la quantité, après la qualité, après l'âge, après la forme, après la couleur, après l'origine et après le matériau. Mais vous retenez simplement un exemple. Si vraiment ça vous tient à cœur cet ordre des adjectifs, moi personnellement, je l'ai jamais appris. Et en fait, en pratiquant, ça vient tout seul. D'accord? Je le connais pas par cœur. Donc, quantité. 1, 5, a car, for example, une voiture. La qualité, beautiful, damaged, donc magnifique, endommagé. New, old, ça c'est pour age, ok? Age, vieux, nouveau. La forme, square, carré, round, rond. La couleur, red, rouge, brown, marron. L'origine, British, American. Britannique, américain, et vous voyez qu'un adjectif de nationalité pour décrire une langue, par exemple, a French song, vous mettez toujours la majuscule. Contrairement au français, une chanson française, en français, on ne met pas de majuscule. Et c'est extrêmement important. Je vois toujours des gens qui me font des phrases basiques, même parfois en français. Il n'y a pas de majuscule au début, il n'y a pas de point à la fin. Et ça, si vous voulez vous griller de manière générale auprès de n'importe qui, et notamment professionnellement, ne mettez pas de majuscule, ne mettez pas de point. Je sais que ça fait vieux prof, mais c'est extrêmement important. Au niveau de l'orthographe, c'est sans doute la première chose à faire. Majuscule au début des phrases, point à la fin. So, I would like to buy a beautiful, ok, vous avez ici votre accent tonique. I would like to buy a beautiful new round brown American leather armchair to watch TV. Donc, je voudrais acheter un magnifique fauteuil rond neuf en cuir américain brun pour regarder la télé. Un magnifique fauteuil brun, rond et neuf en cuir américain. Vous voyez, si je change l'ordre des adjectifs, je suis obligé d'ajouter et pour que ça passe bien. Donc ça, vous le sentez naturellement en français et ça vient petit à petit en anglais. D'autant plus que souvenez-vous, gardez en tête qu'il ne faut pas apprendre ça par cœur. Pourquoi? Parce que vous avez rarement plus de 2 adjectifs ou voire 3 adjectifs toujours avant l'adjectif, avant le nom, pardon, en anglais. Donc ça vient an expensive red car. A red expensive car, ça sonne pas bien. An expensive red car, ok? So, vous pouvez apprendre quelques exemples si vous le souhaitez. I would like to buy a beautiful new round brown American leather armchair to watch TV. Leather, c'est le cuir, ok? Leather, wooden, en bois, en cuir. J'ai oublié de vous les citer tout à l'heure. Wooden, wood. Wood, wood. Le bois, wooden, en bois, leather, en cuir. Et c'est aussi le cuir. Donc là, on a nos noms, on a nos pronoms, on a nos adjectifs. Passons maintenant au 4e doigt, les verbs, qui sont évidemment indispensables. Ce sont tous les éléments d'une phrase simple.
Donc le verbe, il décrit l'action accomplie ou l'action qui est subie par qui? Par ceux qu'on a vus au début, les noms ou à la limite le pronom. Ok? Il parle, Bill est en train de parler, Bill is talking, he is talking. Vous voyez, vous avez un pronom si c'est he et c'est lui là pour le coup qui accomplit l'action. Donc le verbe, il décrit l'action qui est accomplie ou qui est subie par qui? Les noms ou les pronoms. So, for example, Bill is driving very fast. Bill conduit très vite. Il est en train de conduire très vite. Point. The house got damaged by the storm. La maison a été endommagée par la storm. C'est la tempête. The house got damaged. Et évidemment, la base verbale, c'est l'infinitif, c'est to get damaged. OK? A été endommagé par la, oh my goodness, tempête. Bon, ça peut aussi renvoyer, en plus de décrire l'action qui est subie ou qui est accomplie par le nom ou par le pronom, ça peut renvoyer à un état. Comment sont les choses? Par exemple, I feel sick, je me sens mal, ça se réchauffe. It's getting warmer, ok? C'est bon? Ok, perfect. So, ensuite, et là, c'est là où ça score, c'est là où c'est très intéressant à mon avis d'avoir fait cette vidéo, c'est que vos verbes en anglais, ils peuvent être à 3 formes et demie si je puis dire. Suivez bien. Ils peuvent être à une forme simple, par exemple, I go to school every day, présent simple, I go to school every day. Ils peuvent être à une forme continuous, une forme continue. Par exemple, I'm going to school now. Je suis en train d'aller à l'école. Donc ça, c'est pour les actions en train de se dérouler. Par exemple, au présent, ça pourrait être au passé. Les formes simples, c'est pour les vérités générales. C'est pour les habitudes, la répétition. Et vous avez les formes perfect, à la fois simple ou continue. C'est pour ça que je disais 3,5, même si c'est pas très juste. Les formes perfect, par exemple, c'est I have, just give me one sec. Okay. I have just finished. Je viens juste de finir et voici le résultat. Quand on fait un bilan au présent pour parler de quelque chose qui s'est passé au passé et on fait le bilan, donc on a une conséquence dans le présent, on va utiliser une forme perfect. Par exemple ici le present perfect. Parfois même, les Américains vont gommer ce present perfect et vont dire I just finished. Mais I have just finished, ça marche bien, vous faites un bilan, ok? I have made a lot of money, for example. I have made a lot of money. J'ai fait beaucoup d'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent. Vous faites un bilan, dans le passé, vous avez gagné beaucoup d'argent. Conséquence, vous êtes riche, for example. Mais parfois, cette forme perfect, là, elle est dite simple, elle peut être continuous. Par exemple, vous pourriez dire I have been talking for 20 minutes. For 20 minutes. OK? Et là, vous avez une forme perfect, continuous. Vous voyez le ing qui est la forme continue. Vous voyez la forme perfect avec le been, votre participe passé. Et ça veut dire je suis en train de parler depuis 20 minutes. Ça commence dans le passé et cet exact processus, cette action qui a commencé dans le passé continue dans le présent au moment où moi, le sujet I, je fais la phrase. Ça, c'est une forme perfect continuous. Donc, les verbes en anglais peuvent être à 4 formes. Simple, continu, perfect simple and perfect continuous. OK? Et après, de la forme utilisée va découler la façon dont on fait la question. D'accord? Donc, pour revenir sur ces 4 formes, brièvement, lorsque vous avez une forme simple, vous n'avez pas d'auxiliaire, vous avez juste le verbe. I go to school every day or I went to school every day. Là, c'est la forme passée du verbe. Si c'est le perfect, simple ou même continuous, vous avez toujours l'auxiliaire have. D'accord? Et si vous avez une forme continue, vous avez toujours ing quelque part sur le verbe qui subit ou le verbe qui fait l'action. I have been talking, je parle depuis 20 minutes
ou I'm going to school, to go to school, d'accord? Et pour faire cette forme continue, vous allez devoir utiliser l'auxiliaire be. Et quand c'est une forme perfect continuous, on a l'auxiliaire, c'est d'abord perfect, donc on a l'auxiliaire avoir, et on n'a pas l'auxiliaire be, comme une forme continuous toute simple, on a juste been, et après le verbe en ing. Donc si tout ça c'est pas clair, c'est pas grave, vous allez voir la vidéo sur les temps. Donc on vous met la vidéo sur les temps, qui est un immense récap de 1 heure, juste en haut à droite. Ok? Et donc du coup, de ces 4 formes va découler l'auxiliaire que vous utilisez pour faire les questions. Alors ça peut être do, ça peut être did, ou ça peut être, par exemple, le verbe tout simplement was. Vous n'avez pas besoin d'auxiliaire ou le verbe. Alors donc le verbe to be conjugué. Par exemple, is he 20? Est-ce qu'il a 20 ans? Is he 20? A-t-il 20 ans? Vous voyez ici, j'ai pas mis l'auxiliaire do parce que j'ai le verbe to be, donc ça suffit. Mais par contre, si je voulais dire as-tu une voiture? Do you have a car? Ok, je dois utiliser do parce que c'est pas le verbe to be. Quand c'est pas le verbe to be, vous allez utiliser l'auxiliaire do pour faire soit votre négation, soit votre question. Alright? Si là aussi, parce que je veux pas faire un cours dans le cours déjà, que je essaye de pas trop digresser, mais il faut quand même que je vous l'explique un minimum. Allez voir le cours sur les temps. C'est normal si vous commencez ou vous recommencez l'anglais et vous savez que votre grammaire est déficiente. C'est vraiment tout à fait normal d'avoir des soucis à bien comprendre ce que j'ai mis ici parce que c'est très ramassé, c'est très synthétisé. Donc voyons tout de même, si vous le souhaitez, chers amis. Yes? Ok. On va voir ces 4 exemples. 4 exemples. I have understood everything. J'ai tout compris. We are cooking dinner. Donc là, vous voyez, on est sur un present perfect simple. I am cooking dinner. Je suis en train de faire le dîner. On est sur une forme continue. Do you travel often? Est-ce que tu est-ce que tu voyages souvent? Et alors d'ailleurs, to travel, le verbe voyager vient du mot travail en français. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était une telle torture de voyager, étant donné qu'il n'y avait pas les infrastructures pour, que c'était un véritable travail. Réellement, chers amis, d'accord? Et travail, au passage, vient de trépalium, qui était un instrument de torture, trépalium en latin. Et pas terrible, hein, comme origine. So, do you travel often? Voyagez-vous souvent? Donc là, on a to travel, c'est pas le verbe to be, donc on doit utiliser l'auxiliaire do pour faire notre question. I didn't understand what she told me. Je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas compris dans le passé. Donc là, on a une forme simple. C'est un past simple. Mais comme c'est pas le verbe to be, on doit utiliser pour faire notre phrase négative, on doit utiliser l'auxiliaire do, mais à la forme du passé. Pourquoi? C'est je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, par exemple. Il faut avoir le contexte pour savoir si c'est un past simple. Je vous en donne un, c'était hier, for example. I didn't understand what she told me, for example, yesterday. Ok? Donc là, on a nos 4 doigts. On a les noms, les pronoms, les adjectifs, les verbes, et maintenant on a les adverbes. Donc les adjectifs modifient les noms. Les adverbes, pour faire simple, modifient les verbes ou d'autres adverbes ou d'autres adjectifs, chers amis. OK? Donc, les adverbes modifient les verbes, les adjectifs modifient les noms, mais les adverbes peuvent aussi modifier des adjectifs et d'autres adverbes. Et vous pouvez, et alors là, c'est souvent ceux qui posent le plus de soucis au niveau de la place dans la phrase. Lorsque vous avez des adverbes de fréquence, typiquement often, always, etc., vous les mettez avant le nom, après l'auxiliaire. I always told him to pay attention. Je lui disais toujours de faire attention. I always told him to pay attention. Or I often go to school. Pour prendre un exemple plus simple. Je vais souvent à l'école. Vous voyez, vous avez votre verbe, vous mettez votre adverbe de fréquence juste avant. Les adverbes de manière, quant à eux, on les met après le verbe et souvent à la fin de la phrase.
For example, we work quickly. Je voulais reprendre celui-ci, mais c'est pas une bonne idée. We work quickly. Nous travaillons rapidement. We must walk silently. Nous devons marcher silencieusement. Et to talk, to walk, attention, vous n'entendez pas le L à chaque fois. To talk, to walk, ok? C'est pas to walk, to talk, non. To walk, to talk. So we work quietly, we must walk silently. Nous devons marcher silencieusement. Vous voyez, même en français, pour le coup, c'est la même chose. Là, c'est des adverbes de manière et ça modifie quoi? La façon dont on doit marcher. Notre verbe, ça modifie quoi? Walk. Ça donne une saveur à work, comme on le fait quickly. Donc, parfois, vous pouvez avoir des adverbes qui vont modifier d'autres adverbes ou d'autres adjectifs. Regardez, I am very tired, to be tired. On a vu que c'était soit le verbe to be, soit que les adjectifs pouvaient être placés après le verbe to be ou après les verbes de perception, to look, to smell, etc. To be tired, c'est être fatigué. Et attention, ça, c'est pas un participe passé, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Je suis fatigué en français, c'est du présent, c'est pas du passé composé. Donc ça, c'est pas une forme d'un temps passé, to be tired, parce que des fois vous me dites je comprends pas pourquoi j'ai l'auxiliaire être et le participe passé alors que le present perfect c'est l'auxiliaire avoir et le participe passé. Parce que vous avez mal identifié le temps. Ceci est un temps présent. I am very tired, now I am very tired. Et pourquoi vous n'avez pas besoin de mettre de forme continue? I am being very tired pour dire que maintenant vous êtes fatigué parce qu'en fait, quand vous avez le verbe to be, pas besoin de mettre de forme continue. Vous pouvez simplement mettre une forme simple. I'm very tired. Donc, vous voyez que very modifie tired. The building is extremely well designed. Extremely renforce le côté well designed. Il va renforcer notre adjectif, ok? Donc, vous avez 4 familles d'adverbes. Vous avez les adverbes de manière, de temps, de lieu, de degré. OK? Alors, ce que j'appelle les adverbes, et même on aurait pu en rajouter d'autres, mais bon. So, how, c'est comment. Donc, c'est vos adverbes de manière. When, vos adverbes de temps. Where, vos adverbes de lieu. De degré, c'est how much, to what extent. Extent. Dans quelle mesure? To what extent? Extent. How much? OK? So, for example, fast. Rapide, loudly, bruyamment, generously, généreusement, tomorrow, demain, later, plus tard, today, aujourd'hui, where, donc around, autour, nearby, à proximité, everywhere, partout, partout. Adjectif de degré, donc to what extent ou how much. Donc vous avez par exemple particularly, fairly, almost. So, look, particularly. Si vous faites pas l'accent tonique au bon endroit, vous êtes mort, en particulier pour les adverbes, si je puis dire. Vous pouvez être sûr que votre prononciation va être déficiente. Voyez, l'accent tonique est sur cette deuxième syllabe. Particularly. Particulièrement. Justement. Ou pas mal. Fairly. Almost. Presque. Alors, pourquoi je vous ai pas mis la traduction à chaque fois? Parce que sinon, ça allait faire exploser la longueur du cours. Donc, j'ai bien conscience qu'il est un peu lourd. En tout cas, lourd, je l'espère pas, mais en tout cas qu'il est consistant, dirons-nous. Il tient au ventre aussi, mais ça, c'est les bases de la grammaire que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas ce qu'on a vu, ça va vous handicaper pour utiliser les temps. Et si vous ne savez pas utiliser les temps correctement en anglais, en plus, vous aurez des gros soucis au niveau de la syntaxe, l'ordre des mots, vous n'allez pas pouvoir parler correctement. Voilà, chers amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les diapositives en haut à droite ou en cliquant sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et bien sûr, vous pouvez aussi, et je vous le conseille fortement, faire le quiz d'application. C'est toujours en haut à droite, si vous voyez le i. Si vous ne voyez pas ce fameux i, c'est juste en dessous dans la description. Bye bye, have a nice day and talk to you very soon. N'oubliez pas, hein, nom, pronom, adjectif, verbe, adverbe. C'est magique. Bye bye.